Éric Raymond, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de 48. Vous êtes le créateur de Be-Ease, une marque de chaussures de basket française actuellement en développement, une marque qui veut miser sur le confort. Vos modèles seront proposés à 109 € en taille adulte, 80 € en précommande actuellement. J'ai bon pour l'instant? Sans faute. Vos objectifs sont différents de Nike ou Adidas, évidemment, mais vous allez quand même, d'une manière ou d'une autre, vous retrouver face à eux. Ma première question est simple. Est-ce que vous êtes un peu fou ou très optimiste? Un peu des deux. Un peu des deux. Non, c'est sûr que le pari est plutôt très important lorsqu'on sait, c'est sûr la part de Nike sur le marché. Mais justement, l'idée est de sortir un concept totalement différent et vraiment de sortir de ce principe qu'a mis Nike et qu'aujourd'hui suivent les autres marques. Alors, comment vous vous êtes retrouvé dans une aventure pareille? Comment on se retrouve à dire je vais créer une chaussure de basket de A à Z, créer la marque, trouver les usines, faire les moules, etc. Comment on se retrouve là? À quel moment on se dit je vais tenter ce truc-là? La passion, d'une part déjà la passion du basket. Après, la passion du basket a fait la passion de la chaussure dans les années 90-2000. Après, on en est arrivé aussi. Je travaille dans le monde du sport, notamment pour un distributeur de chaussures de sport. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que les discours qu'il y avait des marques ne me correspondaient plus. Et c'est là que j'ai commencé à me dire mais pourquoi pas ma chaussure. Et le déclic a été de rencontrer une société qui pouvait m'apporter les compétences que je n'avais pas, qui aujourd'hui sont parmi mes associés. Alors vous parlez du discours, il y a aussi le côté technique. Il y a un moment où vous jouez avec des chaussures, vous vous dites bon ça me va pas trop et je fais mon truc ou Aussi, c'est justement on arrive à un âge où moi je suis plutôt, on va pas parler de fin de carrière parce que je suis pas sportif professionnel, mais en tant que basket amateur, ayant connu des blessures, rupture tendon d'Achille, l'autre, c'est vrai qu'on arrive à une phase où on est un peu plus à l'écoute du corps et on recherche de nouveau des éléments qui permettent de protéger le corps et le confort pour ne plus avoir ce risque de blessure et être un peu plus dans le confort que vraiment le pur technique, sauter le plus haut, on devient plus pantouflard. Vous avez joué quand même à un bon niveau, vous avez jusqu'en N3, non? Alors j'ai joué en N3, après si on peut parler de jouer, j'étais sur la feuille de match et pas mal. Quelques entrées en jeu. Oui. C'est déjà pas mal. Aujourd'hui, donc vous avez encore un boulot à côté, vous l'avez dit. Donc c'est un pari personnel. Encore une fois, ça prouve quand même que vous êtes super engagé là-dedans. C'est un risque aussi, quoi. Ça doit prendre un temps fou en fait à côté là à gérer. Ça prend énormément de temps. Si vous voulez plus de précision, il faudra en parler à ma femme qui le remarque bien. Mais oui, c'est avant tout un pari de passion. Donc le temps que je passe à côté pour développer cela finalement est que gratifiant et intéressant. Ça représente combien de temps à peu près? Vous y passez tous les week-ends, vous y passez tous les soirs ou... Alors c'est tous les soirs, 3-4 heures par soir, et après les week-ends, après c'est sûr j'essaie quand même de consacrer du temps à ma famille, à mes enfants, mais oui, ça prend pas mal d'heures par semaine. Alors, vous avez dit, il y a pas mal de monde quand même autour de vous. Il y a notamment Livio Jean-Charles qui a été drafté par les Spurs, qui fait des allers-retours entre l'Asvel et la G-League des Spurs. Quel est son rôle à lui dans ce projet-là? Justement, comme on souhaite être proche des joueurs, on a au début du projet contacté énormément de joueurs pour un peu connaître leurs besoins en chaussures et aussi pour un peu leur présenter le projet. Et c'est vrai que Livio a été assez intéressé par le projet. On a beaucoup échangé, j'ai beaucoup eu de retours sur justement le côté professionnel aussi. Certes, on souhaite faire une chaussure confortable, mais on souhaite pas détériorer la technique. Et donc pour cela, Jean-Charles avait donc Livio avait un côté assez intéressant d'échange. Votre premier modèle, alors il y a aussi Florent Léara, excusez-moi, je voulais pas écorcher son nom, et la société Twinner Concept derrière, qui fait quoi?
Alors, la société Tuner sont des gens dans l'ingénierie de produits et design produits. Donc, c'est en les rencontrant eux qu'on a vraiment démarré ce projet-là et qui m'ont accompagné sur le développement de la chaussure. Et Florent, qui est basketteur professionnel reconverti en kiné, qui vraiment nous a apporté un côté santé sur les éléments à travailler sur la chaussure pour mieux protéger la cheville, avoir plus de confort, donc un côté vraiment santé. Votre premier modèle, donc je disais, est en précommande, il est baptisé Iron Fit. Alors on peut la décrire un peu, tige en mèche, mousse EVA, alors on dit scratch ou velcro, je sais jamais. Bon, il y a un velcro, motif à chevron pour la semelle. Ça fait combien de temps qu'il est en gestation, si on prend en compte les tests, tout, etc. À quel moment il y a eu le premier coup de crayon? Le premier coup de crayon a été fait en mai il y a un an. D'accord, mai 2017. Mai 2017, oui. Et alors donc c'est quoi la phase 1, l'étape 1? Là vous vous êtes retrouvé à dire je veux faire ma chaussure. C'est quoi le premier truc que vous faites? Vous la dessinez ou alors c'est d'abord des renseignements? Comment ça se passe? C'est quoi l'étape 1? Alors l'étape 1, c'est même pas le côté design, c'est plutôt la côté cahier des charges du produit. En fait, c'est qu'est-ce qu'on souhaite avoir comme chaussure. Donc l'étape 1, c'est justement, comme je disais au départ, on a fait une grosse étude où on a contacté énormément de joueurs pour dessiner notre cahier des charges. Donc ça, c'était l'étape 1. Et après vient le côté design et le côté recherche d'usine. Alors le design, donc ça vient en deux, grosso modo. Oui. D'abord cahier des charges, deuxièmement le design. Donc là, ça se passe comment pour vous sur l'Iron Fit? Qui dessine? Est-ce que c'est vous qui mettez les premières idées? Est-ce que vous faites appel à un graphiste? Comment ça se passe? Justement par la société Tuner qui a un designer. On a échangé ensemble sur ce que je souhaitais et puis il a converti ça en créa. Donc les grandes lignes que vous lui donnez la première fois, c'est quoi? Si je souhaite une chaussure sobre, mais quand même qui a un cachet qui permet d'avoir quand même un design intéressant. Alors derrière, on passe à quoi? Au prototype, c'est ça? C'est ça. Donc, la recherche d'usine avec la création du prototype. Alors rechercher une usine, ça se passe comment? Parce que c'est pareil. Donc on précise là pour l'instant que vous n'êtes pas sur du Made in France, donc vous devez aller chercher des usines à l'étranger. Vous vous déplacez, vous faites appel à des intermédiaires. Comment ça se passe? On a fait appel à un consultant parce que le marché des usines est vraiment très énorme et comme toujours, il y a différentes usines qui proposent différentes prestations. Donc, pour ne pas être totalement perdu et être vraiment accompagné sur comme on souhaitait quand même avoir un modèle haut de gamme. Donc, on a fait appel à un consultant qui travaillait et qui a piloté des usines pour d'autres marques. D'accord. Donc, quand on dit d'autres marques, c'est d'autres marques de basket, donc celles qu'on connaît, on va dire. Exactement. Donc là, dans les faits, aujourd'hui, vous êtes dans les mêmes usines que d'autres marques de basket dont on entend parler au quotidien. Tout à fait, les mêmes qualités. D'accord. Et alors, vous avez fait le prototype, donc vous avez trouvé les usines. Le prototype arrive derrière, c'est ça? Exactement. Donc les prototypes viennent des usines déjà, en fait. Exactement. Et alors là, vous avez déjà choisi les matériaux, par exemple? C'est ça. On a fait une première sélection de matériaux qui est repris aussi au départ dans le cahier des charges. Et là, donc, on reçoit le prototype. Et nous, l'idée, c'était toujours dans cet esprit collaboratif de faire tester à des personnes pour échanger, avoir le retour et faire des correctifs. Là, on passe les protos aux testeurs. Les testeurs, donc, il y avait combien de personnes, grosso modo? On a fait tester une dizaine de personnes. Et alors, leur premier retour, c'est quoi? Est-ce que vous êtes dérouté, par exemple, parce qu'il y a des trucs où vous disiez ça va marcher du tonnerre et ils vous disent, bah non, finalement, pas du tout? Oui, il y a toujours quelques détails qu'on pensait pas, des détails parfois tout bêtes, une languette à l'arrière pour enfiler, enfin des petits détails. C'est vrai que sur les grandes lignes on les avait, mais par contre ces petits détails qui apportent vraiment un plus au moment de l'utilisation, on les avait peut-être pas forcément penser. Et ça, c'est un apport assez important. Au niveau des chaussures, évidemment, c'est toujours la technologie qui est le grand pitch des marques, etc. Comment vous vous situez à ce niveau-là? On a dit c'est une mousse EVA donc qui va assurer l'amorti. Pour situer pour nos auditeurs qui sont pas forcément spécialistes en chaussures, on va dire que c'est le standard à peu près dans l'industrie. Voilà, c'est ce que Nike et Adidas par exemple mettent à la base sur leurs modèles les plus courants, et après ils enrobent s'ils veulent rajouter une poche zoomer, ceci ou cela, ou du boost qui est encore une autre mousse.
Vous, donc, à ce moment, l'EVA que vous avez, je crois qu'elle est plus légère, non, c'est ça? Tout à fait. C'est après en EVA, il existe encore différents EVA entre la densité et autres. Et donc on est parti sur un EVA qui est plus léger parce que justement dans les critères, la légèreté reste importante pour les déplacements sur le terrain et donc qui possède aussi un très bon amorti. Donc on est parti sur cette mousse-là. Vous disiez, il y a alors vous pouvez choisir différentes densités, c'est pareil, vous avez des échantillons de densité de mousse, etc. Exactement, c'est tout bêtement un catalogue sur lequel on sait que chaque mousse a des spécificités et donc on va choisir celle qui nous correspond le mieux. Et du coup, plus elle est dense, plus c'est cher ou l'inverse? Comment ça se passe? Ça, pour être transparent, je maîtrise pas, c'est plutôt mes associés qui pourraient vous répondre. Les retours les plus courants, vous disiez, donc c'est des petits détails, des choses comme ça. Et après, sur le confort, ça a été relativement vite. Vous avez vite trouvé à peu près la forme que vous vouliez. Combien il y a eu de prototypes, par exemple? En tout, on a eu 3 prototypes. Mais le confort, lui, a été trouvé assez rapidement. Après, c'était le travail de maintien. Parce que justement, l'importance aussi d'une chaussure, c'est le maintien au pied. Et donc, on a vraiment travaillé sur des différents prototypes pour arriver vraiment à quelque chose qui tient bien la cage arrière. Pour revenir juste sur les usines, quand même, pour terminer là-dessus, forcément, il y a une attente éthique maintenant du public. Comment vous vous assurez que c'est des usines dans lesquelles on travaille dans des bonnes conditions, etc.? Justement, dans le cahier des charges qu'on avait mis en place avec le consultant, qui lui se déplace et visite les usines, on mettait un point d'honneur d'une part de notre éthique de la marque, qu'on souhaite vraiment ne pas avoir ce risque. Alors du coup, vous avez donc reçu ces prototypes, développés. À l'heure actuelle, maintenant, l'Ironfit, elle est finalisée ou ça peut encore bouger? Elle est finalisée. Là, on reçoit le dernier échantillon de validation et la production sera partie. Vous avez étudié d'autres chaussures, du coup, il y a eu des bases, des modèles sans donner évidemment de modèles, mais voilà, il y a forcément des choses qui vous inspirent. Vous partez pas d'une feuille blanche totalement. Tout à fait. Et alors, non mais je dis ça parce que étant le testeur désigné de Basket USA, j'ai l'occasion d'en voir pas mal. Il y a quand même des standards de choses qui se font maintenant quasiment automatiquement, un peu. Enfin, on élargit un petit peu la semelle sur l'extérieur, on met une languette à tel endroit ou à tel endroit. Il y a des choses comme ça où vous vous êtes dit ok, ça c'est incontournable. On était justement sur le chausson. Le chausson intérieur sur un modèle bas, on le souhaitait vraiment pour le confort. Et après, c'était vraiment une partie arrière qui soit renforcée pour maintenir le plus possible avec le velcro qui apporte quand même toujours un peu de solidité pour enrober le pied. Oui, parce qu'au final, vous êtes vraiment, encore une fois, on est en audio, donc on décrit, mais pour nos auditeurs, donc la chaussure, en effet, est en mèche sur la tige, elle est renforcée un petit peu sur les extérieurs. Le renfort talon qui va bien comme d'habitude, donc le velcro pour maintenir encore un peu mieux le pied. Le motif semelle, vous avez opté pour quelque chose de très très simple, on l'a dit relativement. Les chevrons, c'est le plus classique, le plus courant, mais en même temps ce qui permet d'avoir le plus d'adhérence au sol. C'est ça. Les marques aiment bien souvent proposer des trucs avec des dessins spéciaux, etc. C'est vrai que c'est pas toujours la meilleure idée. Le chevron, c'est pas glamour, mais ça marche. Ça, je peux vous l'accorder. Donc, c'est tant mieux pour vous. Juste pour revenir sur une petite déclaration que vous avez fait au site Liège Basketball, pardon. Alors, on précise que c'est un site belge. C'est pas des amateurs de vin et de basket. Donc, vous avez dit que vous aviez envie de fabriquer un modèle avec un confort identique à celui qu'on pouvait obtenir dans les années 2000. Pour vous, c'est le meilleur moment de la chaussure de basket? Après, c'est le moment que j'ai vécu aussi. Donc évidemment, c'est un moment que je souhaitais retrouver. Et c'est vrai que après, pour avoir testé énormément de paires, comme je disais, que j'étais dans la distribution de chaussures de sport et de basket, c'est vrai que sur ces dernières années, je retrouvais pas ça. Alors certes, il y avait ce concours de la chaussure la plus légère, les nouvelles mousses, comme vous parliez, Boost et autres. Mais quand je mettais ça au pied, j'avais du mal à retrouver l'essence même, le confort. Donc, on en revient un peu au final des chaussures très très légères, j'ai l'impression d'ailleurs ces dernières saisons. Oui, après ça reste, on peut pas passer à côté de ça. La légèreté reste importante, ça fait partie maintenant des basiques.
Non mais c'est vrai que par exemple Adidas à une époque faisait la course vraiment à la légèreté où il désossaient, je crois que c'était la Crazy, donc la Crazy Light, si je dis pas de bêtises du coup, qui était vraiment c'était une semelle avec un peu de tissu autour et des aérations partout. On en est quand même un peu revenu, c'était moins appuyé. Maintenant ils mettent beaucoup l'appui sur l'accent sur les amortis, etc. dans leur promo, un peu moins sur le côté dépouillé. C'est vrai qu'il y avait très peu de maintien quand même sur la première Crazy Light. Hein. Très peu de maintien et surtout l'amorti qui était moindre et je pense qu'il y a dû avoir quand même un ras-le-bol de choc et de personnes qui ont eu peut-être quelques douleurs, qui ont souhaité retrouver de l'amorti. Ouais. C'est vrai que ça pouvait être un paramètre. On va faire un petit interlude pour couper un petit peu des chaussures. Eric Raymond, vous entendez, c'est la musique du 5 majeur. On va parler un petit peu basket quand même. On est là entre gens qui aiment le basket. Un petit mot sur votre 5 majeur de tous les temps. Je vous prends comme ça au débeauté, c'est pas préparé. Je sais que c'est toujours une séquence difficile pour les invités. Iverson, Jordan, Brian. En dessous, Olajuwon. Et en 4, le 4 est plus compliqué. Non, mais je dirais, même s'il n'était pas beaucoup apprécié, Karl Malone. Karl Malone, moi. Olajuwon, Malone, Kobe, Jordan et Iverson. C'est un beau 5. C'est un beau 5 de chaussures d'ailleurs quand j'y pense. Parce que Iverson, Malone, Iverson, Jordan et Kobe, c'est quand même des références chaussures. Malone un peu moins, mais je crois qu'il avait un modèle. Il a eu une chaussure de Mailman, je sais plus avec quelle marque. Et Olajuwon a aussi eu des choses. Hein, même une tentative sur une marque plus connue dans les ballons. Oui, c'est ça. Il y avait des Spalding. Exactement. Ouais. On a le droit de citer les marques. On va essayer d'en citer le moins possible pour laisser Bees en avant parce qu'on parle de Bees d'abord. Mais alors justement, je vais vous entraîner quand même un petit peu parce qu'on fait des 5 majeurs dans cette émission et dans 48. On va parler 2 minutes quand même des autres marques. Un petit 5 majeur quand même de chaussures all-time qui vous ont marqué. Vous disiez que vous avez grandi sur les terrains dans les années 2000. Il y avait quand même de la matière dans les années 2000 en chaussures. Parfois quand même hyper outrancière, hyper costaud avec des couleurs dans tous les sens, des gros logos partout. Quelles sont les paires qui vous ont marqué vous? En 1, c'est un modèle qui m'avait le plus marqué aussi pour l'avoir porté, c'était la Reebok Answer, la 5 me semble-t-il. Et après, c'est surtout avec l'arrivée d'N1 à cette période-là et la Taichi. Ouais. La Taichi, c'est vrai que c'est un truc emblématique qui reste. Hein. Je sais pas s'il la ressortait il y a quelques temps encore. Il y a eu des tentatives. Ouais, je crois qu'ils l'ont remise au pied de Lance Stephenson il y a quelques années, notamment des Pacers. Donc, Answer 5, Taichi. Est-ce que vous en avez d'autres qui... Après, malheureusement, on peut pas passer à côté, mais dans la gamme Jordan, les 11. Ah ouais, la 11 96. Bon, forcément, c'est un standard. On en trouve 2 autres ou pas? Après, c'est un peu plus compliqué. Plus compliqué. Parce que les années 90-2000, quand même, ça... Bon, c'est pas moi l'invité, je vais pas vous compléter la liste, je vais vous laisser terminer sur 3, alors. Donc, on a dit Answer 5, N1 Taichi, et puis Jordan 11. C'est vrai que c'est quand même des modèles très, très emblématiques. On va revenir à Be-Ease, justement. Donc, Be.Ease, c'est le nom de la marque, on le rappelle. Donc, ce qui veut dire Be at Ease. Être à l'aise. Pourquoi un nom anglais d'ailleurs? Vous êtes une marque française officiellement? On est une marque française, mais qui avons l'ambition par la suite d'aller sur l'ensemble des marchés. D'accord. Donc c'est déjà annoncé pour vous. L'idée c'est ça. Alors sans être prétentieux, on verra ce que nous dicte l'avenir. Mais l'idée était vraiment de pouvoir, si le projet fonctionne, si les gens adhèrent à notre projet, de pouvoir se développer. Oui. Alors, dans votre projet, il y a un autre axe qui est intéressant. Pour être à l'aise, justement, pour be at ease, vous avez l'appui de kiné. C'est mentionné sur votre site, notamment. Quel a été leur rôle concrètement? À quel moment ils sont intervenus? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Et qu'est-ce qu'ils ont modifié au final sur la chaussure? Donc c'est justement au début du cahier des charges, et comme je disais, le plus grand apport a été Florent, qui fait partie de nos associés, qui nous dictait un peu le cahier des charges à prendre en place pour vraiment développer un modèle qui prenne soin de votre pied, qui essaye de limiter certaines blessures. Alors c'est sûr que à partir du moment où vous retomberez sur une cheville, il y a très peu de chances que certes ça part et qu'il y a une solution miracle, mais l'idée c'est vraiment sur du moyen terme, d'apporter plus de stabilité, plus de confort, plus de maintien.
Donc ça se traduit comment? Il y a une modification un peu sur la semelle, il y a sur quelque la chose? semelle, sur les renforts liés à la tige. Après je souhaite pas tout dévoiler mais aussi par exemple sur l'avant du pied on a vraiment cherché quelque chose de plus large parce qu'on a tendance à se dire qu'il faut que sur l'avant ça soit serré, mais à l'inverse lorsque vos doigts de pied sont plutôt écartés, ça permet d'avoir plus de stabilité. Et c'est ce qu'on disait d'ailleurs, c'est la tendance actuelle aussi de faire des bases assez larges à l'avant pour justement avoir un pied bien posé et éviter de basculer sur le changement de direction. Exactement. C'est comme m'expliquait Florent tout bêtement, c'est aujourd'hui lorsque vous allez prendre appui, que vous tombez, que vous prenez appui sur un mur, vos mains ne sont pas collées, ils sont écartés pour avoir le plus de stabilité. Alors j'ai lu podologue, ça je connais. Posturologue, par contre, je connaissais un peu moins. Qu'est-ce qu'il a apporté, le posturologue, dans le processus? Et d'abord, qu'est-ce qu'il fait à la base? Alors, pour l'instant, le posturologue nous a plus expliqué quel était on va dire, le meilleur degré, le meilleur angle pour avoir la chaussure. Mais après, pour être honnête, le posturologue, on souhaite vraiment qu'il y ait un apport beaucoup plus tard dans le développement, surtout pour l'instant, pour une question de moyens. D'accord. Non, mais c'est vrai que posturologue, moi, je m'imaginais, ça me faisait penser à ma mère quand elle me disait tiens trois droits, mais je vous ne voyez pas le lien immédiat sur. Mais après justement, comme vous disiez, votre mère tiens-toi droit, parce que ça t'évitera d'avoir certaines douleurs. Là, le but c'est justement lorsque vous êtes dans une chaussure d'essayer d'avoir la meilleure posture possible. Donc avec tout ça, vraiment vous l'avez dit, le but c'est de réduire les risques de traumatisme et de blessure. Donc c'est vraiment cette somme de facteurs là, quoi. La posture, le pied, donc le podologue, le kiné, etc. Exactement. Et donc vous pensez vraiment être arrivé à une chaussure qui aura une valeur ajoutée à ce niveau-là? Une valeur, oui. Après, on n'est qu'au début. Et justement, dans le développement, on prévoit vraiment que l'investissement se fasse d'une part du côté échange et d'autre part du côté santé, donc permettre d'investir sur des études pour vraiment encore améliorer tout cela. Parce que vous parliez aussi dans différentes interviews du fait que, alors déjà au niveau de la promo, les marques insistent sur des joueurs en particulier, etc. C'est vrai que des fois dans des modèles ça se retrouve, la chaussure d'un tel correspond parfois un peu à son jeu, alors pas tout le temps, mais parfois un petit peu. Là le but c'est quoi? C'est de faire la chaussure le plus universelle possible? Pas forcément universel, parce qu'on sait que il existe différents types de joueurs, différents gabarits, mais l'idée c'est pas de créer un modèle pour un joueur, c'est de créer un modèle pour les joueurs. Et donc le but aussi c'est de par la suite de créer beaucoup plus d'échanges, donc on en a déjà, mais l'idée c'est de créer encore beaucoup plus d'échanges avec les joueurs pour développer le modèle qui convient le plus et le plus de personnes effectivement le plus large possible. Le public ciblé aujourd'hui, c'est qui? C'est plutôt des gens qui sont adultes et qui ont une conscience sur ces choses-là, une conscience de santé, une conscience faire travailler une marque française ou toutes ces choses-là, ou alors c'est vraiment très large et vous vous dites même ces jeunes qui préfèrent Jordan ou X ou Y, et on va aller les chercher aussi. Non, on sait très bien que notre message va plutôt porter sur les personnes au-delà de 20 ans. Mais après, pourquoi pas, si ça retentit pour un jeune, on est prêt à l'équiper. Mais c'est vrai que le message est vraiment construit sur la santé, donc pour les personnes qui prennent soin de leur corps, et moins effectivement, on sait sur une catégorie d'âge de jeunes qui a besoin de s'identifier à des stars, et là, on sait qu'on n'apportera pas le bon message. En fait, vous êtes malin, vous vous dites on les laisse se faire mal en étant inconscients et puis après on les recueillera en disant vous voyez chez nous c'est plus confortable. Non, on leur souhaite quand même pas ça. Bon, l'objectif pour vous aujourd'hui c'est quoi? Est-ce que vous avez dit donc plus tard on espère s'attaquer à d'autres marchés dans un futur un peu plus proche, c'est quoi l'objectif? Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés? Est-ce que vous voulez je sais pas rentrer dans vos frais d'abord et après développer? Comment ça se passe aujourd'hui dans le plan le business plan? Alors oui certes on a un business plan, on sait à peu près la rentabilité qu'on doit avoir pour pouvoir avoir les investissements que je vous disais, mais on n'est pas dans une optique de part de marché ou autre, on est plutôt dans une optique de satisfaction client. Donc après certes la satisfaction client c'est pas forcément ça qui nous permettra de faire vivre, mais au moins on veut vraiment que le client adhère à notre projet, participe à notre projet ou pas, mais
mais au moment de l'interroger de la satisfaction de la chaussure, on est plutôt des retours, le plus de retours positifs. Après, si malheureusement ça devait pas marcher, bah, tant pis, mais au moins on aura tenté de satisfaire. Mais alors, au niveau alors vous allez probablement pas vouloir me donner les chiffres, mais vous avez sûrement un nombre de chaussures que vous savez que vous devez vendre pour être rentable, et éventuellement, je vous le souhaite en tout cas, vous, pouvoir prendre votre indépendance financière aussi, ou peut-être vous mettre à plein temps là-dessus, et que votre femme puisse vous voir en dehors en dehors du week-end. Alors là, pour l'instant, on a vraiment fonctionné de limiter le plus possible les charges fixes. D'une part pour permettre d'avoir un modèle qui a un prix plutôt compétitif sur le marché. Aussi, on a construit le business plan pour travailler avec les revendeurs, parce qu'on n'a pas volonté de démarcher nous-mêmes chaque joueur, et parce qu'on sait aussi l'importance des revendeurs de proximité, magasins et autres, pour permettre justement de montrer le confort de la chaussure. Donc on crée vraiment un business model à partir de ça. Après, comme je vous disais, comme on n'a quasiment pas de charges fixes, on rentrera normalement vite à l'équilibre zéro. C'est le but pour vous, c'est d'être comme Phil Knight après, d'avoir un immense bureau, un campus, et d'attaquer le monde, non? C'est pas ça Alors bon, j'ai lu son œuvre biographique qui est très intéressante, mais non, le but n'est pas de devenir le maître du monde. Comme je disais, le but c'est juste de satisfaire le joueur de basket. Et d'ailleurs, vous parliez du prix, j'ai envie de dire que c'est presque une question qui se pose actuellement. Vous dites, alors c'est vrai, elle est à 80 € en précommande, 110 €, donc ce sera le prix même revendeur du coup, ou ce sera le prix donc voilà, 110 €. Le prix revendeur sera 109 €. Oui. Est-ce que c'est une question qui s'est posée pour vous de dire, est-ce qu'on fait justement pas cher, ou alors on fait plus cher et presque très cher pour faire parler, pour donner l'impression que c'est plus qualitatif, etc. Je vous dis ça parce que le phénomène vous a peut-être pas échappé. Il y a donc LaVar Ball qui est le père d'un joueur NBA qui vend ses chaussures hors de prix pour faire du buzz, etc. Est-ce que c'est un truc qui vous est passé par la tête ou pas du tout, et vous vous êtes dit voilà, on fait du rapport qualité-prix? Non, pas du tout. Alors d'une part, on voulait de l'haut de gamme. Donc certes, on sait que l'haut de gamme a des prix parfois qui peuvent être importants, mais comme on est plutôt, j'ai pas envie de dire humanisme, c'est peut-être un peu fort, mais comme on souhaite pas se foutre de la gueule du monde, on préfère faire un modèle qui soit vraiment avec le meilleur rapport qualité-prix, et bien sûr qu'on n'ait pas le plus de marge possible. Pour l'instant, le but c'est pas d'être le plus rentable possible. Mais c'est vrai que les politiques de prix des marques et des très nombreux modèles, parce qu'il y a énormément de modèles quand même maintenant sur le marché, entretiennent parfois un certain flou, parce qu'on a l'impression, on a certains modèles qui ont l'air très qualitatifs et qui sont au final moins chers que d'autres qui sont censés être des signatures, et puis les matériaux sont moins nobles. Enfin, le consommateur s'embrouille un peu là-dedans, et vous espérez peut-être aussi un petit peu le ramener à ce que vaut qu'une chaussure de qualité, quoi. Exactement. Donc, est-ce qu'il y a d'autres designs en cours de développement, ou est-ce que là vous êtes que sur l'Iron Fit et voilà, l'idée c'est de lancer ça? On a quelques autres designs qui ont été recalés aussi, parce que comme on a interrogé des gens, on a proposé différents designs. L'Iron Fit était le design qui plaisait le plus. Après, on a la déclinaison dans un modèle plus haut, donc avec le même design. Et par contre, pour la suite, on n'a pas encore forcément d'autres designs. Et justement, l'idée, ça sera d'échanger pour voir est-ce qu'on va sur quelque chose de plus flashy, parce que ça nous a été un peu reproché aussi. Mais après, c'est normal, on souhaitait faire quelque chose de sobre, ou est-ce que on reste sur la même lignée et pourquoi pas faire un échange avec des designers ou autres, faire un challenge du design au vote. On rappelle d'ailleurs que si vous voulez lancer un nouveau modèle, par contre, alors est-ce que les moules vous les achetez d'ailleurs, ou comment ça se passe, les moules des chaussures avec l'usine, vous les louez, vous les achetez, comment c'est? Alors tout dépend, si vous souhaitez votre propre moule, que vous le développez totalement, donc là c'est un achat de moule. Mais comme dans un principe de financement aussi, on n'avait pas la possibilité de nous acheter nos propres moules, parce que c'est un investissement trop important. Donc on est parti sur des moules ouverts, donc des moules que possèdent les usines. Et justement, quand je parlais de développement à venir, ça sera par le futur d'acheter nos moules pour encore un plus gros travail sur les posturologues. D'accord.
Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est pour ça aussi qu'on voulait vous rencontrer. C'est que, voilà, ça paraît un projet fou et il y a tellement d'étapes qu'on on a envie de savoir comment ça se construit une chaussure de A à Z quand on part comme ça. Donc vous avez les chaussures. J'ai vu que vous aviez commencé à poser vos logos sur quelques shorts, maillots, etc. C'est aussi dans les cartons? C'est dans les cartons, oui. On a un premier t-shirt qui va sortir avec un design homme, un design femme. On est encore sur du prototypage de maillots et shorts où on a encore un peu de travail. On a fait les premiers tests avec des joueurs et donc là ça continue d'avancer. Ouais. J'ai aussi vu donc un maillot et un short sur une joueuse de l'Asvel, je crois qu'il s'appelle Anne-Laure Guesser, j'espère que j'écorche pas son nom. Les filles, ça pourrait être une piste aussi parce qu'elles sont souvent délaissées par les marques de sport et dans le basket notamment, c'est dur de trouver des coupes féminines. Tout à fait et c'est notre but, on souhaite ne pas laisser des personnes de côté. Pareil pour la chaussure, le but sera aussi par la suite. Pour l'instant, on est plutôt parti sur un principe un peu mixte, mais l'idée vraiment c'est de travailler homme-femme. Un des leitmotifs que vous avez depuis le début de cette interview et dans d'autres que vous avez donné, c'est donc le côté participatif. Concevoir les produits de manière participative, c'est un axe fort de la marque. Concrètement, comment vous allez pouvoir faire ça une fois que le modèle est sorti? C'est quoi la suite en fait? Parce que dans la conception, je l'entends très bien et je peux le voir, il y a pas de problème. Mais une fois qu'il est sorti, vous passez au suivant, vous prenez des remarques pour le suivant, ou alors vous pouvez encore améliorer un peu l'actuel. Comment ça va se passer le côté participatif? On peut toujours améliorer l'actuel. Mais le côté participatif, justement, c'est d'avoir le plus de retours possible à des personnes qui vont utiliser notre modèle pour améliorer, retravailler les prochaines chaussures qui sortiront. Et alors du côté, encore une fois, du participatif, ça va aussi forcément prendre la forme de la communication, je suppose. Et donc les réseaux sociaux là-dessus seront un axe important, j'imagine. Oui, on va essayer d'être présent. Enfin, on a déjà démarré à être présent sur Facebook et notamment dès le départ, on a contacté beaucoup de joueurs pour échanger via Facebook. Mais l'idée, c'est d'utiliser cet outil pour dialoguer le plus possible et par la suite même développer un outil qui nous permettra d'échanger directement avec les personnes qui souhaitent participer. Et alors c'est une envie et je la remets pas du tout en cause, mais je suppose que c'est aussi une nécessité, c'est-à-dire que vous n'avez pas les budgets pub, endorsement, etc. Des grosses marques, donc c'est aussi l'idée, ça va être d'être une marque de terrain, quoi. Tout à fait. Et du coup, plutôt que de faire de la promo dans tous les sens, ça va être de dire on fait une chaussure de qualité et on laisse parler de bouche à oreille. Oui, après on sait aussi que les grandes marques, lorsqu'on parlait de prix de chaussures avant, le côté communication est compris dedans, le côté budget sponsoring et autres. C'est pour ça que nous le but et de notre prix, c'était de le réduire en se disant que la part de communication sera très faible. Alors oui, il faut qu'on communique parce qu'on a besoin qu'on sache qui on est, ce qu'on fait, mais c'est pour ça aussi on va laisser parler les testeurs. On prévoit certes un petit budget de sponsoring, mais l'idée c'est de faire tester nos chaussures. Après que la personne la porte ou la porte pas, pour nous ça sera pas une obligation. La seule obligation c'est de nous faire un retour sur le modèle. Bon, vous aimeriez bien quand même décrocher quelques joueurs sur les parquets français, Pro B, Pro A. Vous avez déjà des contacts ou Alors oui, j'ai des contacts et j'ai échangé avec des joueurs professionnels, mais s'ils souhaitent porter leurs chaussures, après on sait très bien que beaucoup sont déjà verrouillés par des contrats, mais comme je vous disais, nous même quand bien même il a un contrat, à partir du moment qu'il nous fait un retour, on est content. Vous parliez de la communication des grandes marques. Vous pensez qu'ils ont un peu oublié le consommateur au milieu de tout ça, au milieu de tous les trucs pétardants, les joueurs, les promos, etc. Je sais pas, alors peut-être pas le consommateur, mais peut-être le terrain un petit peu. Oui, je pense qu'ils sont peut-être plus assez près des joueurs. Et justement, moi qui suis vieillissant, aujourd'hui, savoir que cet athlète-là a porté ce modèle-là, ça m'intéresse pas forcément. Ça m'intéresse plus de savoir pourquoi ils l'ont développé comme ça, pourquoi il y a ça, et pourquoi moi je peux pas donner mon avis pour avancer. C'est presque plus un gap générationnel en fait, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont très efficaces sur un segment de la population peut-être qui est intéressé par ces joueurs-là, quoi. Exactement. Au niveau de la distribution, donc on le rappelle, vous serez trouvable chez les revendeurs. Ce sera un circuit classique. Il y aura une vente en direct quand même sur le site.
On va démarrer par une vente en direct parce qu'aujourd'hui, faut aussi savoir que la distribution devient assez compliquée et assez verrouillée par certaines marques. Donc oui, on va développer notre e-shop, mais l'idée c'est de pouvoir ensuite travailler avec des revendeurs. Donc la porte est ouverte. Alors pour terminer, Éric Raymond, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous et à Beeease pour les mois à venir? C'est quoi le scénario idéal maintenant? Surtout que vous soyez satisfait de notre modèle et qu'on collabore le plus possible ensemble pour développer le modèle qui vous convient. Bon, merci beaucoup. Nous, on vous souhaite des week-ends. Parce que on vous souhaite de profiter. En tout cas, c'est un très beau projet. C'est pour ça aussi qu'on voulait vous recevoir. Ça doit être une tâche quand même assez gigantesque. Donc voilà, on voulait vous recevoir, en parler de tout ce que ça implique, parce que voilà, c'est passionnant aussi de voir quelqu'un se lancer dans tout ça, dans les moules, dans les usines, dans les designs, dans les voilà. Mais alors, vous aviez pour terminer d'ailleurs, vous aviez une petite expérience du design ou de l'industrie, etc. en dehors de votre boulot, ou c'était vraiment une découverte là? Qu'est-ce que vous avez découvert en fait dans tout ce processus? J'avais déjà des connaissances de comment cela fonctionnait. Après, oui, le design de ce côté-là, je maîtrisais pas. Et après, je sais toujours pas dessiner, mais par contre, je sais échanger, je sais faire mes remarques et avancer ensemble. Merci beaucoup en tout cas encore une fois, Éric Raymond. On vous souhaite bien du courage pour tout ça et bonne chance. Pas du courage d'ailleurs, bonne chance plutôt. Faut être plus positif. On va vous remercier aussi vous les auditeurs d'avoir suivi ce nouvel épisode de 48. On vous rappelle que si vous aimez l'émission, vous pouvez la soutenir sur Tipeee puisqu'il n'y a pas de pub dans le podcast. Éric Raymond, on va vous quitter avec la tradition parce que c'est l'invité qui choisit la chanson de fin. Alors j'ai fait une petite sélection très personnalisée pour vous. Vous avez le choix entre Elvis Presley, Blue Suede Shoes, les Arctic Monkeys, Dancing Shoes, ou Nelly avec Air Force One. Voilà, j'ai ciblé sur la chaussure. Moi j'aurais dit Nelly, mais comme je souhaite pas trop. Oui, il y a de la promo. Ouais, il y a de la promo. Je dirais la deuxième. La deuxième c'était l'Arctic Monkeys, je crois. C'est ça. Et écoutez, on termine avec l'Arctic Monkeys. Merci beaucoup, Éric Raymond. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et on rappelle donc Beeease, b.ease. Vous avez un site internet. On peut rappeler l'adresse du site d'ailleurs. Oui. Donc c'est Beeease tout attaché. Basket.com. Donc BEASE pour les non anglophones. Donc Beeease. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci beaucoup, Éric Raymond. On vous dit à très bientôt dans 48. Ciao, ciao. Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Hoping they're looking for you. Sure you'll be rummaging through. Oh, and the shit show, the horror. You've seen your future bride. Yeah, but it's so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting and